Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Ils sont une dizaine de chefs d'État membres de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à s'être rassemblés en sommet extraordinaire ce samedi 14 avril à Lomé, au Togo, pour trouver une solution à la crise que traverse la Guinée-Bissau. Et l'homme qui cristallise désormais tous les espoirs s'appelle Aristide Gomes. Mais qui est cet homme présenté comme Premier ministre du consensus, 7e Premier ministre en 2 ans? Va-t-il et pourra-t-il réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? Que se passe-t-il concrètement en Guinée-Bissau et quelles sont les solutions pour une sortie de crise durable? 3 invités avec moi pour en parler. Flavio Batica Ferreira, vous êtes le président de la Fédération française du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Jorge Albino Monteiro, vous êtes député suppléant pour l'Europe du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Mais vous êtes très critique vis-à-vis de ce parti puisque vous pensez qu'il ne fait pas assez pour trouver les solutions aux problèmes que connaît votre pays, la Guinée-Bissau. En tout cas, vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Jean Bena Bikim, vous présidez le think tank Alpha Alliance Alternative Africaine pour l'accompagnement. Justement, vous vous occupez des questions d'accompagnement des États en crise, des États fragiles. Merci Jean Bena Bikim d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Il est donc le 7e Premier ministre nommé en 2 ans et c'est au sommet extraordinaire de la CEDEAO à Lomé au Togo que son nom a été dévoilé. Il s'appelle Aristide Gomes. Sa mission, mettre fin à plusieurs années d'instabilité chronique, du moins, espère-t-on. Mais de quelle carte dispose-t-il réellement? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. Turbulence contre turbulence, démission contre démission, nomination contre nomination. En Guinée-Bissau, le poste de Premier ministre n'a pas fini d'être une chaise tournante. Domingos Simoes Pereira, Carlos Correa, Umaro Sissoko Embalo ou Augusto Antonio Arturo da Silva et aujourd'hui Aristide Gomes, c'est le 7e Premier ministre en moins de 2 ans qui a été nommé, destitué ou qui a démissionné de lui-même à la tête du gouvernement du président José Mario Vaz. Depuis la destitution de Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, en août 2015 par le président, la Guinée-Bissau n'a plus eu de Premier ministre, resté longtemps en poste. Aristide Gomes a été nommé ce samedi 14 avril 2018 à Lomé lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'organisation qui joue un rôle central dans cette crise qui semble perdurer. José Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau, a informé la conférence qu'après consultation avec les forces politiques de la société civile, de la prise de décision suivante, la nomination de M. Aristide Gomes comme Premier ministre de consensus. Mais qui est cet homme nouvellement promu à la tête du gouvernement dans un pays en pleine mutation politique, un pays baigné dans une crise institutionnelle depuis 2014 ? Aristide Gomes, né le 8 novembre 1954, a été Premier ministre du 2 novembre 2005 au 1er avril 2017. Il a été aussi ministre de la Planification et de la Coopération internationale sous le premier gouvernement de João Bernardo Vieira. En mai 2005, il fut démis de la vice-présidence du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert pour avoir ouvertement soutenu la candidature de ce dernier contre le candidat du PAIGC, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, Malan Bekkay Sagna, pour l'élection présidentielle de juin et juillet 2005. Il quitta son parti peu de temps après l'investiture de João Bernardo Vieira à la présidence. Aujourd'hui, les clés en main, le nouveau Premier ministre Aristide Gomes pourrait-il convaincre encore plus que ses prédécesseurs à ce poste stratégique?
pourrait-il décrisper les tensions politiques mais aussi sociales? Pourrait-il assurer et garantir la cohésion gouvernementale? De quelle carte dispose-t-il pour ramener la Guinée-Bissau sur la voie de la stabilité et de la paix pour une relance de l'économie et une amélioration des conditions de vie tant demandées par la population? Lié au développement humain, l'éducation et la santé reviennent dans toutes les conversations. Tout ceci est dû aussi au fait que les politiques publiques sont carrément inexistantes dans toutes les régions. Les régions ont été tout simplement abandonnées. Pour qu'on puisse vraiment sortir définitivement de ces crises, il va falloir rétablir ou bien redresser la colonne vertébrale de l'État. En réalité, depuis l'arrivée au pouvoir du président José Mario Vaz en 2014, des dissensions ont été notées au sein même de son parti, le PAIGC, avec l'apparition des frondeurs qui s'opposent à toute action gouvernementale. Une fronde qui déstabilise les institutions et paralyse les activités économiques nationales, mais aussi menace la sécurité intérieure du pays. Que nous voyons la Guinée-Bissau dans le contexte actuel. Au niveau de la CEDEAO, c'est nous qui piétinons. Nous faisons du marche arrière tous les jours. Ce n'est pas possible. En Afrique de l'Ouest, aucun pays n'a assez moyens pour se développer comme nous. Il n'y en a pas. Nous avons tout, Dieu nous a tout donné. Mais le problème, nous n'avons pas les ressources humaines. Et la solution, la stabilité. La stabilité passe d'abord par la réforme de la sécurité au niveau de l'armée et la sécurité nationale. Pourtant, la Guinée-Bissau dispose de tous les atouts pour avoir une croissance économique solide avec de fortes institutions. Ce pays de plus de 1,9 million d'habitants qui a passé 12 ans à se battre pour son indépendance par la main solide du père fondateur du PAIGC, Amical Cabral, cherche encore aujourd'hui une issue à une crise politique et institutionnelle qui n'a que trop duré. Batika Ferreira, commençons notre émission par cette observation sèche que faisait l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo à l'endroit des Bissau guinéens. Il est alors président de la mission du groupe de contact de la CEDEAO pour la Guinée-Bissau. Il vous dit la communauté internationale, je le cite, pourrait être fatiguée de vos crises qui n'en finissent pas. Elle a atteint la limite de sa patience. Fin de citation. Alors, pour qu'on comprenne très bien ce qui se passe dans votre pays, comment expliquer que depuis d'aussi longues années, votre pays n'arrive pas à trouver de solution à la crise politique qu'il traverse? Tout d'abord, merci de nous avoir invités en tant que les représentants légitimes du PAIGC en France pour pouvoir participer dans cette émission et en même temps éclaircir le monde francophone, africain et international sur les différents problèmes que notre pays, la Guinée-Bissau, a subis depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Pour commencer, c'est vrai que la Guinée-Bissau, juste après l'indépendance, un an après l'indépendance, le leader fondateur du PAIGC, Amical Cabral, comme on sait tous. Qui fut chef d'État respectable. Tout à fait. Chef d'État, peut-être pas, puisque le pays n'était pas encore république. Hein. Mais le père de l'indépendance, il était un homme respectable, en tout cas, avec une vision pour votre pays, pour l'Afrique. Claire, qui a été tracée. Il suffisait juste, les Bissau-Guinéens, de prendre ces pensées et appliquer. On ne serait pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça. Vous n'avez pas été au rendez-vous. Ce qui s'est passé, l'indépendance, il a été mal acquise. Les gens n'étaient pas assez préparés, parce que la Guinée-Bissau, comme vous le savez, le niveau de scolarité à l'époque, il était jusqu'au collège, pas plus. Oui, la plupart des gens. Oui. 4e année de scolarité, ça s'arrêtait là. Or que de l'autre côté de l'océan, le Cap-Vert, avait déjà le lycée un peu plus de 300 ans. D'accord. Mais vous savez ce qu'on va faire? On ne va pas revisiter l'histoire dans son entièreté de votre pays. Commençons à partir de 2005. Pourquoi a-t-il été nécessaire d'avoir 7 premiers ministres en 2 ans? Cette année, 2016-17. Oui. On vient d'avoir un Premier ministre qui vient d'être désigné à Lomé, dont la nomination vient d'être validée le 14 avril 2018 à Lomé au sommet extraordinaire de la CEDEAO. C'est le 7e Premier ministre en 2 ans, en près de 2 ans. Tout simplement parce que le président de la République a eu tout faux dans ses pensées.
Le président de la République, c'est José Manuel Vaz. José Mario Vaz. C'est un président du PAIGC, issu du PAIGC, militant et dirigeant du PAIGC, qui a été voté au niveau du comité central du PAIGC pour qu'il devienne le candidat officiel du PAIGC pour les élections présidentielles. C'est un homme qui a passé dans le gouvernement, ministre des Finances, il a été maire de Bissau, mais ça ne suffisait pas. Il n'était pas assez connu au niveau national pour qu'il puisse abriter le poste de président de la République sans le soutien d'un parti comme PAIGC. Pourquoi n'arrive-t-il pas à s'accommoder de ses premiers ministres? Pourquoi renvoie-t-il aussi régulièrement? Justement, c'est parce que dans ses idées, dès le départ, quand il a pris ses fonctions, on lui a demandé si, puisqu'aujourd'hui le président de la République est de PAIGC, le Premier ministre est du PAIGC, le Parlement appartient au PAIGC, est-ce qu'on n'aurait plus de crise en Guinée-Bissau? Il a répondu en disant qu'il ne peut pas le garantir. 3 mois après, il déclare à la télé comme quoi ce n'est pas avec ce gouvernement-là qu'il va développer ce pays-là. Alors que c'est très contradictoire. Parce que ce n'est pas le président de la République qui développe un pays, ce n'est pas lui qui construit. Dans notre système semi-présidentialiste, c'est le gouvernement. Lui, son rôle, il était en tant qu'arbitre. En gros, il est le responsable. Il est responsable de l'instabilité que connaît votre pays. Jean-Bernard Bikim, on va poser plus clairement, si vous voulez plus concrètement, la question pour comprendre. La Guinée-Bissau, c'est un système politique semi-présidentiel. Hein. Ils ne sont ni présidentiels ni parlementaires. Ils sont un peu au milieu. C'est un système politique hybride, issu un peu de la colonisation, admettons. La question, c'est comment se fait-il qu'ils n'ont pas réussi à délimiter de façon précise les domaines de compétences du président de la République et du Premier ministre, de façon à ce qu'il n'y ait pas conflit entre les deux personnalités, puisque la multiplication des premiers ministres vient de là? Alors, déjà, pour éclairer les auditeurs d'Africa 24, il faut rappeler aux Africains qu'Amilcar Cabral, c'est un grand esprit. C'est l'homme africain, l'esprit africain, qui a su élaborer une doctrine, une idéologie, un dogme permettant de couvrir l'ensemble des périmètres d'un État et d'une vie ensemble. Une fois qu'on l'a dit, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il a dit aux Guinéens et aux Africains, pour diriger un pays, il vous faut construire un carré de construction. Autour de quoi? De quatre piliers. La République, là, dans le cas actuel, c'est la Guinée-Bissau. Le peuple, en 2. Le 3, un parti fort. Et le 4e pilier, l'État. Et derrière ça, il faut derrière faire en sorte que l'ensemble puisse fonctionner. Autour de quoi? L'unité, la paix, les luttes. Une fois que vous avez dit ça, ça vous renvoie à ce que nous vivons aujourd'hui. De son vivant, il a réussi quoi, Cabral? Cabral a réussi 3 choses dont on ne parle pas beaucoup. Sous une très forte pression portugaise, il a réussi à conscientiser politiquement les Bissau-Guinéens, il a réussi sur le plan de l'éducation, et il a réussi sur le plan de la santé. Aujourd'hui, ces 3 acquis sont perdus. Pourquoi? Pourquoi sont-ils perdus? Parce que justement, nous sommes passés d'une société où l'homme était considéré appartenir à un groupe, à une société où l'homme se dit « je suis seul et je pense seul ». Mais ça c'est de façon globale. Si on revient aux spécificités. Je viens maintenant sur le régime politique. Oui, s'il vous plaît. Il n'y a pas de confusion entre un régime parlementaire, un régime présidentiel et un régime semi-présidentiel. Dans le régime semi-présidentiel, nous sommes dans le cadre de la codécision. Qu'est-ce que c'est la codécision? Si l'on regarde, allez-y très rapidement. Si l'on regarde ce qui se passe concrètement, le combat de coq qu'il y a entre Vaz et il y a eu entre en 2015 entre Correa, son premier ministre, il dit le premier ministre ne m'informe pas de tout. Je suis le président de la République. Mais je ne suis pas informé de tout, il y a des choses qui m'échappent. Mais c'est faux. Non. Mais ça, c'est ce qu'il prétend. Mais c'est faux. Non. Parce que l'autre lui fait de l'ombre. C'est faux. C'est une confrontation idéologique. En fait, on est là face à la continuité entre l'esprit originel de Cabral et la modernité. Qu'incarne qui? Le Premier ministre. Qu'incarne le Premier ministre. Or, que dit Vaz? Vaz dit la chose suivante, au regard de ses actes. Nous ne pouvons pas continuer dans un pays où la corruption,
les intérêts particuliers et personnels, les intérêts de groupe, priment sur ceux d'État et de peuple. Sur l'intérêt général, d'accord. On reviendra sur quelques éléments concrets de la crise, mais on va le voir, de la crise politique et institutionnelle que traverse votre pays. Dites-nous, Monsieur Monteiro, est-ce que vous avez un problème de crise, une crise de modèle? Est-ce que votre pays ne traverse tout simplement pas une crise de modèle politique, parce que visiblement, vous n'arrivez pas à vous accommoder du système semi-présidentiel que vous avez adopté, mais pourquoi vous ne changez pas? Ou alors, quelles sont les composantes sociologiques et structurelles de votre pays qui vous exigent cette cohabitation entre... Co-décision. La co-décision. Mais cette co-gestion entre un président de la République et un Premier ministre. Mon collègue a tout résumé. Il a dit... Il faut d'abord servir le peuple. Je pense que ça, c'est l'esprit du président de la République. D'abord, servons le peuple d'abord. C'est ça. Un pays, c'est le peuple. Alors, vous êtes député. Il faut servir le peuple avant de nous servir nous-mêmes. À quel besoin répond en Guinée-Bissau l'instauration du régime semi-présidentiel avec un Premier ministre? Pourquoi vous ne faites pas comme les autres pays où il y a un président de la République tout simplement, les autres premiers ministres étant des exécutants de décisions prises par le président de la République? La Guinée-Bissau, c'est un pays comme un autre. Oui. Et ce régime-là, nous le respectons. Nous l'avons accepté et nous avons proposé ça au peuple. Mais il y a une chose. Nous ne pouvons pas continuer toujours avec les anciens modèles, le comportement. Donc il y a aussi crise de modèle. De ces comportements qui n'est pas digne de nous-mêmes. D'accord. Qui ne sert pas le peuple. Le président de la République veut en finir avec ces modèles, avec ces comportements des dirigeants qui ne peuvent pas servir le peuple. D'abord, il faut servir d'abord le peuple. D'accord. Voilà. Alors vous, si je résume votre pensée, votre pays n'est pas confronté à une crise de modèle, mais à une crise comportementale. Exactement. C'est une crise de gestion. Exactement. C'est ça. Ce n'est pas le modèle politique qui est en cause, c'est la gestion que font les responsables politiques de votre pays qui est en cause. Revenons au nouveau Premier ministre qui a été nommé et dont la mission est justement de vous sortir de cette impasse très rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps. Dites-nous, quels sont les atouts de l'homme? Vous pensez aujourd'hui effectivement qu'il est le Premier ministre du consensus et que finalement c'est lui qui va réussir là où les autres ont échoué? Avant ça, je voulais juste dire quelques mots à propos des deux régimes. Le régime présidentialiste à Guinée-Bissau. Vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'il n'y a pas de crise de modèle? Peut-être pas. Je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord parce que le problème de la Guinée-Bissau, c'est les hommes, c'est pas le système. D'accord, c'est ce qu'il dit. C'est pas le système. Un peu, je suis d'accord, mais je vais essayer d'approfondir un tout petit peu. Allez-y. Moi, je crois que la Guinée-Bissau a de la chance d'avoir l'une des meilleurs systèmes politiques adaptés pour l'Afrique. Pourquoi? C'est un présidentialisme. C'est un présidentialisme. Parce que c'est vite d'avoir un super homme, un super pouvoir qui contrôle tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, si on était dans un régime présidentialiste comme la plupart des pays africains, Domingos Simões Pereira, le président de PAGC aujourd'hui, serait mort politiquement. Il aurait tué, il aurait fait ce qu'il veut. Comme ça se passe en Angola, au Sénégal, d'autres pays. Et ce type de régime, ça nous permet la séparation des pouvoirs. Chacun a ses limites. Comme disait Montesquieu, le pouvoir doit s'arrêter le pouvoir. Oui. On commence là, on arrive là, on s'arrête et l'autre prend. Ce que vous dites est pertinent, oui. Et ça, c'est important parce que... On ne l'a pas encore expérimenté. D'accord. D'accord. Mais il y a les îles Maurice, il y a le Cap-Vert, ça se passe très bien. Mais ça se passe très bien. Si on regarde... On n'a pas Maurice, hein. Pas Maurice. On n'a pas Maurice. Allez-y très rapidement. Donc sur cela... Culturellement, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert est différent. Culturellement. On n'a pas le même... Culturellement, est différent. Oui, on parle des systèmes. Donc juste rapidement de juste pour terminer, ce type de fonctionnement, ça permet à la société civile d'au moins pouvoir contrôler la caisse d'État et pouvoir accéder à tout ce qu'il veut. Le président de la République, dans ce régime, vous savez, c'est le dernier qui a été créé au niveau des régimes semi-présidentialistes. Oui. On a créé le législatif, on a créé le judiciaire, on a créé l'exécutif. Et le président de la République, dans notre régime en Guinée-Bissau, c'est un arbitre parmi les trois pouvoirs.
Et quand il veut gouverner lui-même... Si la main lui en laisse la main. Hein. Voilà. On est d'accord. Faut préciser ça. Voilà, donc revenons à Aristide Gomez. Aristide Gomez, je crois que c'est un bon choix. Bon choix, par exemple, parce que je crois qu'on est arrivé là, on a perdu tout ce temps-là pour arriver à ce que le PAIGC avait toujours demandé. Le PAIGC, comme vous le savez, c'est le parti qui a gagné des élections en 2014 par la majorité absolue. Donc la Constitution lui dit que c'est lui, en tant que vainqueur des élections, qui doit indiquer le nom du futur Premier ministre au président de la République pour que lui, il nomme. Nommer est égal validé. Donc ça, c'est obligatoire. Je vous propose qu'on marque une courte pause. D'accord. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Continue justement votre décryptage. Merci. Ça marche. À tout de suite.